Imaginez une créature dotée d'un corps rappelant celui d'une seiche, avec des yeux montés sur des tiges ressemblant à un serre-tête fantaisie, des nageoires ornant sa queue, et un long nez effilé qui se termine par une bouche garnie de dents, ou peut-être une pince. Et oui, le monstre de Tully est en chasse. C'est incontestablement l'une des créatures étranges que vous aimeriez le moins croiser en plongée sous-marine. Heureusement, cette espèce a disparu il y a 300 millions d'années. Découverte dans l'Illinois au cours des années 50, cette créature marine atypique a longtemps divisé la communauté scientifique quant à sa véritable nature. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'un vertébré, c'est-à-dire une créature dotée d'une colonne vertébrale, tout comme les humains. Toutefois, une équipe de chercheurs japonais a récemment étudié de nombreux fossiles du monstre de Tully, recourant à une technologie laser avancée pour les analyser en détail et en 3 dimensions. Bien que de nombreux mystères entourent encore le monstre de Tully, les scientifiques ont fini par déterminer qu'il ne possédait pas de colonne vertébrale. L'étape suivante a consisté à identifier quel type d'invertébré il pouvait être. Ressemblait-il à un Amphioxus, qui présente des similitudes avec les vertébrés? Ou était-il plus proche des escargots et des vers? Ils ont également mis en évidence une segmentation au niveau de la tête, qui s'étendait depuis le corps. Une caractéristique absente chez les créatures dotées de structures osseuses. Pourtant, ces dernières années, certains scientifiques ont avancé l'hypothèse que le monstre de Tully pourrait être apparenté aux poissons sans mâchoire, comme les lamproies. Ces créatures, qui appartiennent au groupe le plus ancien de vertébrés, la superclasse des cyclostomes, ne sont guère plus plaisantes à regarder. Contrairement aux monstres de Tully, les lamproies ne sont pas éteintes. Elles continuent de hanter les océans, effrayant tantôt d'autres créatures, tantôt les humains, notamment dans les eaux des régions nord et ouest de l'Atlantique où elles vivent. Présentes depuis des millions d'années, elles sont même bien antérieures aux dinosaures. Il y a fort longtemps, bien avant l'existence des humains, vivaient les euryptérides, des créatures singulières appartenant au groupe des arthropodes, qui comprend les araignées, les insectes et les crabes. Toutefois, les euryptérides étaient bien différents de tout ce que vous pourriez imaginer. Leur corps, composé de nombreux segments, évoquait celui des limules. À la place des pattes, ils disposaient d'appendices particuliers situés à l'avant, utilisés comme des rames. Certains les surnomment même les scorpions de mer, ou les géants caparaçonnés, bien que la majorité des euryptérides fussent de taille modeste. À l'exception notable du Jaekelopterus rhenaniae, un spécimen colossal pouvant atteindre une longueur impressionnante de 2,50 m. La prochaine fois que vous apercevrez un crabe déambulant sur une plage ou une araignée tissant sa toile, souvenez-vous de votre chance de ne croiser que des versions modernes et réduites de ses anciens parents, disparus il y a des centaines de millions d'années. Par ailleurs, certains euryptérides étaient d'habiles prédateurs, rapides et agressifs, pourchassant leurs proies avec agilité, en dépit des courants. D'autres jouaient plutôt le rôle de charognards, se contentant de ramasser les restes qu'ils trouvaient au fond de l'eau, un peu comme une équipe de nettoyage des océans primitifs. Ces créatures singulières appréciaient particulièrement les environnements d'eau saumâtre, une eau dont la salinité se situe entre celle de l'eau douce et celle de l'eau de mer. Imaginez que vous flottiez tranquillement dans l'eau et que soudain, vous tombiez nez à nez avec cette créature. Non. Ce n'est pas un étrange petit vaisseau spatial. Vous ne la croiserez pas non plus dans l'espace, même si son allure, semblable à ces créatures extraterrestres que l'on voit dans les films de science-fiction, pourrait s'y prêter. En réalité, vous la verriez flotter dans la mer. Il s'agit d'un animal minuscule, mais doté d'énormes yeux, nommé Dolocaris. Ces globes oculaires représentaient à eux seuls environ un quart de la longueur totale de son corps. Cet aspect presque extraterrestre le fait ressembler à une créature vivant dans les océans souterrains de mondes comme Europe, une lune de Jupiter, ou Titan, la plus grande lune de Saturne. On pourrait même imaginer des êtres semblables à Dolocaris nous réserver un accueil chaleureux lorsque nous poserons un jour le pied sur Mars. Dolocaris possédait une vue remarquable. Toujours en alerte, il surveillait le moindre mouvement autour de lui. Dès qu'il repérait une activité, il projetait sans hésitation ses appendices hérissés de pointe vers l'avant. Bien qu'ils ressemblent à des outils de serrurier au premier regard, ces appendices lui servaient en fait à capturer de petits arthropodes. Ce qui est étonnant, c'est que malgré son excellente vision, Dolocaris passait l'essentiel de son temps à chasser des proies dans des eaux claires et peu profondes. Pourtant, les fossiles retrouvés par les scientifiques se situent dans des couches rocheuses habituellement associées à des habitats sombres, semblables à ceux
où vivent aujourd'hui des espèces comme les crinoïdes des abysses ou les calamars vampires. Cela semble paradoxal, mais une hypothèse propose que ces créatures des grands fonds vivaient jadis dans des eaux peu profondes, avant que les changements géographiques de la Terre ne les conduisent vers les profondeurs. L'origine exacte de Dolocaris reste un mystère. Il pourrait appartenir au groupe des arthropodes, un réservoir fascinant de créatures étranges. Certains pensent qu'il pourrait avoir un lien de parenté avec les crevettes mantes, tandis que d'autres le comparent à des crustacés aveugles et vermiformes, habitant les sombres cavernes sous-marines. Regardez maintenant ce ver gigantesque enfoui sous le sable des fonds marins, attendant patiemment qu'une proie passe à sa portée. Ces créatures anciennes étaient des chasseresses redoutables, parfaitement camouflées dans leurs tanières sablonneuses. Aujourd'hui, 20 millions d'années plus tard, les scientifiques ont mis au jour les traces de leurs repères secrets. Le terrier découvert, en forme de lettre L, a été retrouvé dans d'anciens sédiments au large des côtes de Taïwan. Il mesurait environ 2 mètres de long, mais n'excédait pas 3 cm de diamètre. C'est dans ces abris que vivaient les ancêtres des actuels vers Eunis aphroditois. Ces créatures ont traversé les âges et peuvent mesurer d'à peine quelques centimètres jusqu'à atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres. Une créature plutôt étrange régnait sur les cieux nord-américains à la fin de l'ère des dinosaures. Connue sous le nom de Quetzalcoatlus, elle survolait des espèces emblématiques comme le tyrannosaure et le tricératops, affirmant son statut de souverain absolu du ciel. Ce géant ailé appartenait à un groupe de reptiles volants appelés ptérosaures, qui figurent parmi les plus imposants animaux volants jamais identifiés. Imaginez un Quetzalcoatlus aussi grand qu'une girafe. Ces créatures extraordinaires arboraient de longs coups, de petits corps, des pattes élancées et des ailes qui, bien que massives, semblaient courtes au regard de leur taille. Les spécimens les plus imposants détiennent le record de plus grandes créatures volantes de l'histoire. Leurs crânes, allongés et effilés, étaient parfois ornés de petites crêtes situées à l'arrière de la tête. Pendant longtemps, les scientifiques se sont interrogés sur les méthodes de chasse de ces impressionnants ptérosaures. Certains ont supposé que le Quetzalcoatlus, à l'instar de ses proches, agissait comme un gigantesque vautour, se nourrissant de charognes trouvées ici et là. Cette hypothèse venait du fait que ces fossiles avaient été découverts loin des zones côtières, contrairement à ceux d'autres grands ptérosaures comme le ptéranodon. D'autres spécialistes pensaient que ces animaux excellaient dans l'art du glanage, en planant au-dessus des cours d'eau douce pour attraper des poissons. Cependant, il semblerait que le Quetzalcoatlus ait été un prédateur redoutable, doté d'aptitudes de chasse exceptionnelles. La manière précise dont il capturait ses proies demeure néanmoins un mystère. Voici une autre découverte fascinante. Un fossile particulier, Haotia quadriformis, qui représente la plus ancienne trace de tissu musculaire jamais mise au jour. Ce fossile appartient à un groupe d'animaux, les cnidaires, qui inclut des créatures modernes comme les méduses, les coraux et les anémones de mer. Et avouez qu'il a une apparence vraiment unique, n'est-ce pas? Ce fossile présente des faisceaux de fibres organisés selon un motif symétrique en 4 volets, un agencement semblable à ce que l'on observe chez les cnidaires actuels. Cette structure est sans équivalent parmi les fossiles datant de l'Édiacarien, entre 635 et 540 et 1 million d'années avant notre ère. Bien qu'il puisse sembler étrange, ce fossile joue un rôle clé pour comprendre l'évolution du tissu musculaire chez les animaux. Grâce à de tels muscles, les organismes, nous y compris, ont pu développer de nouvelles stratégies alimentaires et explorer de nouvelles possibilités. Les muscles fossilisés étant extrêmement rares, les chercheurs doivent généralement s'appuyer sur des observations liées à l'alimentation, à la reproduction ou à la locomotion des animaux pour mieux les comprendre. Ce fossile extraordinaire suggère que l'apparition des animaux pourrait remonter à une époque encore plus ancienne que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Vous y voilà. Tandis que vous prenez place à bord de votre sous-marin, l'appréhension vous gagne. Vous vous apprêtez à plonger à plusieurs centaines de mètres pour explorer les abysses. Mais tant de choses pourraient mal tourner. Panne technique, pression écrasante, créatures marines d'épouvante et des bruits étranges. En effet, un bourdonnement énigmatique émane des profondeurs. Plus troublant encore, il ne semble se manifester qu'à l'aube et au crépuscule. Ce son pourrait jouer un rôle similaire à celui d'une cloche annonçant l'heure du repas, car il semble être lié au déplacement de vastes bancs de créatures marines en quête de nourriture. Mais cela reste encore une hypothèse.
Grâce à des microphones sous-marins extrêmement sensibles, des chercheurs ont capté un bourdonnement de basse fréquence entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Ce son, bien que perceptible, ne dépassait que de 3 à 6 décibels, le bruit de fond habituel de l'océan. À titre de comparaison, un chuchotement dans le calme d'une bibliothèque atteint environ 30 décibels. Ce phénomène acoustique se distinguait par une tonalité oscillant entre le bourdonnement et le ronronnement. Le plus intriguant, malgré leurs efforts, les scientifiques n'ont pas réussi à identifier avec certitude l'espèce à l'origine de ce son. L'origine de ce son se situe à une profondeur connue sous le nom de zone crépusculaire. Cet espace plongé dans l'obscurité est pauvre en nutriments et privé de lumière solaire indispensable à la photosynthèse. La faune qui y prospère dépend des particules organiques en suspension et des organismes morts tombant des couches supérieures. Malgré cette apparente austérité, la zone crépusculaire est loin d'être désertique. Une étude de 2015 suggère que jusqu'à 90% des poissons de la planète pourraient y résider, parmi lesquels de nombreuses espèces encore inconnues. Revenons à ce bruit énigmatique. Les chercheurs estiment qu'il pourrait être lié à la migration verticale de petites créatures marines, comme les poissons, les crevettes et les calmars. Ces animaux remontent vers la surface au crépuscule pour se nourrir de plancton, profitant de l'obscurité pour échapper aux prédateurs. À l'aube, ils replongent dans les profondeurs pour se cacher. Ce phénomène, l'un des plus vastes déplacements d'animaux sur Terre, mobilise chaque jour des milliards d'organismes. Les scientifiques supposent que ce bourdonnement accompagne cette migration, servant peut-être de moyen de communication ou de coordination. Il pourrait également signaler au groupe le moment propice pour remonter se nourrir. Si cette hypothèse se confirme, elle permettrait de mieux comprendre la vie dans les profondeurs abyssales. Longtemps considérée comme le royaume du silence, la zone crépusculaire pourrait en réalité abriter des interactions sociales et des comportements bien plus élaborés qu'on ne l'imaginait. Mais l'océan n'est pas le seul à produire des sons étranges. La Terre elle-même émet un bourdonnement incessant. Ce phénomène, inaudible à l'oreille humaine, n'a aucun lien avec les tremblements de terre. Il résulte de vibrations infimes et continues au sein de la croûte terrestre, si faibles qu'elles ne peuvent être détectées qu'à l'aide d'équipements spécialisés. Connue sous le nom d'oscillation libre, cette résonance, observée depuis longtemps par les scientifiques, a pu être enregistrée. Les séismes, en revanche, sont les mouvements du sol les plus perceptibles. D'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la Terre en subit environ 5 millions chaque année. Parmi eux, seuls 100 000 sont assez puissants pour être ressentis, et une centaine provoquent des dégâts significatifs. Même lors des accalmies entre deux séismes, la Terre vibre en permanence sous l'effet de mouvements imperceptibles. Contrairement aux secousses brutales des tremblements de terre, ce bourdonnement est constant et régulier, résultant de l'activité microsismique. Les sismomètres, instruments mesurant les vibrations du sol, sont capables de capter ce phénomène partout sur Terre. Depuis des années, l'origine de ce bourdonnement fait débat parmi les chercheurs. Certains l'attribuaient aux vagues pénétrant profondément le fond marin, d'autres à la collision entre les vagues de surface. En 2015, il a été confirmé que ces deux mécanismes contribuaient à la vibration permanente de la planète. Si ce phénomène avait déjà été enregistré sur Terre, les données sous-marines sont désormais bien plus précises et détaillées. Pour l'étudier, les scientifiques ont déployé des sismomètres au fond de l'océan Indien, près d'une île à l'est de Madagascar. Entre septembre 2012 et novembre 2013, 57 sismomètres autonomes ont ainsi été répartis sur une zone de 2000 km². Conçus pour atteindre le plancher océanique, ces appareils enregistrent les vibrations les plus infimes. Durant ces 11 mois d'études, les chercheurs ont filtré les interférences liées aux vagues et aux courants marins. Ils ont ainsi pu isoler des signaux clairs et constants du bourdonnement terrestre avec des pics de fréquence compris entre 2,9 et 4,5 MHz, bien en deçà du seuil de perception humaine fixé à 20 Hz. La détection du bourdonnement terrestre depuis les abysses dépasse le cadre de la simple curiosité scientifique. Elle offre aux chercheurs une nouvelle approche pour analyser la propagation de l'énergie à travers la croûte et le manteau terrestre. Le monde qui nous entoure regorge de sons énigmatiques, dont certains demeurent inexpliqués. Parmi eux, le bloop demeure l'un des plus fascinants. Enregistré en 1997 par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, ce puissant son sous-marin d'une minute débuta par un grondement sourd avant de voir sa fréquence s'intensifier.
D'une intensité telle qu'il fut capté sur 4 800 km, le bloop alimenta d'abord les spéculations sur l'existence d'une gigantesque créature marine encore inconnue. Toutefois, la NOAA établit plus tard qu'il provenait vraisemblablement du village d'iceberg, lorsque d'immenses blocs de glace antarctique se détachaient avant de s'écraser dans l'océan. D'autres sons marins demeurent tout aussi énigmatiques. Julia, un étrange murmure, pourrait être lié au raclement d'un iceberg sur le fond océanique. Un autre, baptisé « train », évoque le roulement sur une voie ferrée et semble provenir de la mer de Ross en Antarctique. Quant à l'upsweep, un bruit saisonnier strident enregistré dans le Pacifique depuis 1991, son origine exacte demeure indéterminée malgré des années de recherche. Le monde sous-marin révèle aussi des sonorités singulières assimilables à des chœurs de poissons. Au large de Port Hedland, en Australie occidentale, des scientifiques ont découvert que certaines espèces marines chantèrent en synchronisation à l'aube et au crépuscule, à la manière des oiseaux. Sur une période de 18 mois, les chercheurs ont recensé une multitude de sons, notamment les appels sourds et profonds des cichlides, comparables à des cornes de brume, ainsi que les séquences rythmiques « ba-ba-ba » des platax. Ces chants, caractérisés par des motifs répétitifs se superposant au sein de vastes groupes, jouent un rôle essentiel dans la reproduction, l'alimentation et les dynamiques territoriales. Les abysses réservent également leur lot de mystères acoustiques. Les chercheurs de la NOAA ont exploré les sons émanant du Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Grâce à un microphone encapsulé dans du titane, capable de résister à une pression dépassant 1000 fois celle de l'atmosphère au niveau de la surface, ils ont enregistré, durant 23 jours, une myriade de bruits allant du chant envoûtant des baleines au grondement lointain des séismes. Si les profondeurs de l'océan regorgent de sons énigmatiques, la terre ferme n'est pas en reste. L'un des phénomènes les plus déroutants est un bourdonnement grave entendu dans des régions précises, comme Taos, au Nouveau-Mexique, ou Bristol, en Angleterre. Décrit comme un léger vrombissement évoquant le ronronnement d'un moteur, ce bruit demeure une énigme. Certains chercheurs avancent l'hypothèse d'un phénomène psychologique, où l'attention des individus se focaliserait sur des sons de fond habituellement ignorés. À ce jour, aucune explication définitive n'a été trouvée. Même les formations rocheuses sont capables de chanter. Le Rainbow Bridge, une arche de grès de 90 mètres de haut située dans l'Utah, vibre à la manière d'une corde de guitare sous l'effet des ondes sonores, des séismes éloignés ou des vagues du lac Powell. Les scientifiques analysent ces fréquences pour évaluer leur impact sur la stabilité de la structure au fil du temps. Fait intriguant, certains visiteurs affirment entendre de légers bourdonnements en s'approchant du site. Le ciel, lui aussi, réserve ses propres harmonies étranges. Depuis des siècles, les populations des régions polaires rapportent entendre des crépitements, des sifflements et des claquements accompagnant les aurores boréales. Un chercheur finlandais a réalisé les premiers enregistrements de ces sons et identifié leur origine, des décharges électriques dans la basse atmosphère, à environ 70 mètres du sol. Alimentés par des tempêtes magnétiques, ces charges produisent de faibles sons perceptibles lors des nuits claires et calmes. D'autres phénomènes naturels génèrent des sons aussi puissants qu'intrigants. Le frottement des icebergs sur le fond marin et l'activité volcanique sous-marine engendrent des grondements, des crépitements et des gémissements que les scientifiques analysent pour mieux comprendre les dynamiques glaciaires et géologiques. Quant à moi, je produis aussi mon lot de bruits étranges, mais c'est un sujet pour une autre vidéo, ou peut-être pour mon prochain bilan médical. Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque.
Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées, et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île, les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans,
Vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de source hydrothermale. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution, les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. Aujourd'hui, je vais te parler de créatures qui avaient des caractéristiques uniques, leur permettant d'atteindre des tailles incroyables. Elles font partie des animaux les plus impressionnants qui aient jamais existé sur notre planète. L'Argentinosaurus est un genre de dinosaure sauropode qui vivait il y a environ 94 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait de l'un des plus grands animaux terrestres de tous les temps, avec une longueur pouvant atteindre 30,5 mètres et un poids pouvant aller jusqu'à 100 tonnes. Un fermier est tombé sur un os de jambe géant alors qu'il s'occupait de son bétail. C'est ainsi qu'il a découvert les premiers fossiles de l'Argentinosaurus en Argentine en 1987. Des fouilles plus poussées ont permis de découvrir d'autres ossements, révélant un dinosaure massif qui aurait éclipsé la plupart des autres animaux de son époque. Le Spinosaurus, qui signifie lézard à épines, est un genre de dinosaure théropode qui vivait il y a environ 112 à 97 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. On pense qu'il s'agissait de l'un des plus grands dinosaures carnivores ayant jamais existé, avec une longueur allant jusqu'à 18,3 mètres et un poids allant jusqu'à 23 tonnes. Le Spinosaurus est connu pour la structure allongée de son dos qui ressemble à une voile. Elle servait probablement à la thermorégulation. Il possédait également de longues mâchoires, semblables à celles d'un crocodile, garnies de dents acérées. Cela lui permettait d'attraper et de manger de grosses proies, comme des poissons, des crocodiles et d'autres dinosaures. Les premiers fossiles du Spinosaurus ont été découverts en Égypte en 1912. Le grand cachalot est une espèce de baleine à dents qui est le plus grand prédateur à dents de la planète. Il possède également le plus grand cerveau de toutes les espèces animales. On le trouve dans les océans du monde entier et il peut plonger jusqu'à 2133 mètres de profondeur à la recherche de nourriture. Les grands cachalots se reconnaissent facilement à leur tête massive, en forme de bloc, qui peut mesurer jusqu'à un tiers de la longueur totale de leur corps.
Leur peau est brun foncé ou gris-bleu et ils ont un aspect ridé caractéristique. Le Titanoboa est un genre éteint de serpents géants qui vivait il y a environ 60 à 58 millions d'années. Il est considéré comme le plus grand serpent connu à ce jour. Il pouvait atteindre 12,8 mètres de long et pesait environ 1134 kg. Les premiers fossiles du Titanoboa ont été découverts dans une mine de charbon en Colombie en 2004. Cette découverte a été très importante car elle a permis de mieux comprendre la taille et le comportement des serpents à l'époque du Paléocène, ainsi que le climat et l'écosystème de l'époque. La baleine bleue, Balaenoptera musculus, est le plus grand animal de la planète, mesurant jusqu'à 30,5 mètres de long et pesant jusqu'à 200 tonnes. Ces mammifères marins vivent dans les océans du monde entier et peuvent vivre jusqu'à 90 ans. Les baleines bleues ont un corps long et fuselé, généralement de couleur bleu-gris avec des motifs tachetés. Elles possèdent une petite nageoire dorsale et 2 nageoires pectorales qui font environ un tiers de la longueur de leur corps. Les rorquals bleus se nourrissent de minuscules créatures ressemblant à des crevettes, appelées krills, et ils en mangent beaucoup. Un seul rorqual bleu adulte peut manger jusqu'à 3630 kg de krill en une journée. Le Lidzictis est un genre éteint de grands poissons osseux qui vivaient pendant la période jurassique, il y a environ 165 à 155 millions d'années. On pense qu'il s'agit de l'un des plus grands poissons ayant jamais existé. Selon certaines estimations, il aurait pu atteindre une longueur de 15 à 17 mètres. Les premiers fossiles de Lidzictis ont été découverts en Angleterre au XIXe siècle. Et des découvertes plus récentes ont été faites dans d'autres régions d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Malgré sa taille gigantesque, le Lidzictis était un filtreur, semblable au requin-baleine actuel, et se nourrissait probablement de plancton et d'autres petits organismes. Pour ce faire, la créature nageait simplement avec son énorme bouche ouverte, filtrant l'eau à travers ses branchies. Le Ptérodostro est une espèce éteinte d'oiseaux ressemblant à des flamants roses qui vivaient il y a environ 70 à 35 millions d'années. Il s'agissait d'oiseaux relativement petits, d'une envergure d'environ 60 à 90 cm, connus pour leur bec long et étroit, équipés de structures en forme de peigne utilisées pour l'alimentation par filtrage. Le Ptérodostro vivait dans des étendues d'eau peu profondes, comme les lacs et les lagunes, et se nourrissait principalement de petits crustacés et d'autres organismes minuscules. L'animal les filtrait de l'eau à l'aide des structures en forme de peigne situées à l'intérieur de son bec, tout en nageant dans l'eau. L'éléphant d'Afrique est le plus grand animal terrestre de la planète et l'un des plus reconnaissables. Il existe 2 espèces d'éléphants d'Afrique, l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt. On les rencontre dans différentes régions de l'Afrique subsaharienne. Ces animaux sont reconnaissables à leur grande taille, à leur peau grise et à leur longue trompe. Les éléphants d'Afrique peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de haut et peser entre 3173 et 6349 kg en fonction de l'espèce et du sexe de l'animal. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner.
Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des 2 pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement. Mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés.
Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétite. Pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Allen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède 2 ceintures de ce type, qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Helen Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Helen Austin, en 1881, n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque, et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan ? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande ? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narwal ? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher ? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux ? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible.
Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoire qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer.
Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophthalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Soit à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophthalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Il ressemble à une créature préhistorique venant de l'époque des dinosaures. Cette bête effrayante, c'est le requin pèlerin. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Nous n'en avons aperçu que 3 au cours des 160 dernières années. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, il y a environ 80 ans. Ces requins remontent parfois à la surface pour manger de petits animaux, par exemple des crevettes et autres petits crustacés, et se repaître de délicieux fruits de mer. Mais quand il n'a pas assez de nourriture à la surface, ils peuvent descendre à près de 1000 mètres, où ils restent ensuite pendant des mois. C'est ce que les chercheurs ont découvert en utilisant des balises satellites. Voilà à quoi elles ressemblent. Les requins pèlerins aiment les eaux tempérées, mais ils peuvent migrer sur de longues distances. Ils vivent dans le monde entier. Mais dans les zones tropicales ou subtropicales plus chaudes, ils ne s'approcheront pas de la surface car les températures y sont plus élevées, et ils n'aiment pas ça. La méduse à crinière de lion n'est pas aussi rare, mais sa taille est impressionnante. C'est la plus grande de toutes les méduses et l'animal le plus long qui soit. Elle peut mesurer jusqu'à 36 mètres. C'est environ 7 mètres de plus que la plus longue baleine bleue connue des scientifiques. Cette méduse possède entre 70 et 150 tentacules. Et ils contiennent tous d'énormes quantités de neurotoxines qui peuvent sérieusement nuire à ta santé si tu entres en contact avec l'animal. Mais on ne rencontre que très rarement ce type de méduse car elle vit généralement loin des côtes, préférant la haute mer. Tu trouveras habituellement la méduse à crinière de lion à une profondeur maximale de 20 mètres sous la surface, où elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et de certains autres types de méduses. Elle utilise ses tentacules pour capturer son précieux repas. Vous voulez des frites avec ça ? La méduse fantôme géante vit dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Son ombrelle en forme de chapeau de plage mesure plus d'1 mètre de diamètre. Cette cloche traîne ses 4 bras buccaux en forme de ruban qui peuvent faire environ 10 mètres de long. Cette créature assez rare utilise ses bras buccaux pour attraper les malheureux animaux qui nagent dans son voisinage sans savoir ce qui les attend. La méduse fantôme géante se propulse dans l'eau avec des pulsations périodiques provenant de sa tête orange. Elle brille faiblement et mystérieusement dans les profondeurs ténébreuses.
Elle vit dans tous les océans du monde, sauf dans l'Arctique, sans doute parce qu'il y fait trop froid. À cause de sa forme étrange, on a souvent pris le régalec, ou ruban de mer, pour le mythique serpent marin. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui en fait le plus long poisson osseux que nous connaissions, et vit à une profondeur de 1000 mètres. Le régalec passe la plupart de son temps dans les parties les plus sombres et profondes de l'océan, dans les zones tropicales et subtropicales. Il ne remonte presque jamais à la surface, sauf si on l'invite. C'est une créature argentée, brillante, en forme de ruban, avec une longue nageoire dorsale rouge et des nageoires pelviennes rouges également et en forme de rame. Son corps n'a pas d'écailles et est très fin. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser 300 kg. Le régalec a de très grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'effrayante obscurité dans laquelle il vit. Le requin à collerette est sans aucun doute l'un des animaux les plus monstrueux du monde marin. Si tu l'apercevais quelque part, tu te dirais probablement que tu es revenu à l'ère des dinosaures. Et oui, le requin à collerette est une créature préhistorique car ses racines remontent à 80 millions d'années. Ce fossile vivant peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il doit son nom à l'aspect frangé de ses fentes branchiales. Bien que les requins à collerette aient requins dans leur nom, ils nagent comme des anguilles, d'une manière nettement serpentine. Leur bouche est terrifiante. Semblable à la gueule du grand requin blanc, elle comporte 300 dents en forme de trident alignées sur 25 rangées. Allez, viens, approche-toi un peu. Les chercheurs ont découvert cette créature au 19e siècle, mais elle n'est que très rarement observée, et ce n'est pas étonnant. Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 120 et 1280 mètres. La plupart du temps, le requin à collerette se nourrit de calmars qu'il avale en entier. Ses longues mâchoires lui permettent d'ouvrir très grand sa bouche afin d'avaler des animaux 2 fois plus longs que son corps entier. Les requins lutins sont très rares. Les scientifiques en ont repéré moins de 50 en plus de 120 ans. Mais c'est peut-être mieux ainsi car il s'agit d'un animal plutôt effrayant, avec un museau étroit et des dents pointues. Il est aussi capable de projeter toute sa mâchoire vers l'extérieur lorsqu'il veut attraper quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tandis qu'il rôde dans les sombres profondeurs de l'océan, le requin lutin aperçoit un petit calamar qui lui semble bien appétissant. Le dangereux animal s'approche lentement de sa proie. Lorsque la pauvre créature remarque le prédateur, elle essaie de s'enfuir, mais il est trop tard. Le requin a déjà étendu sa mâchoire sur une dizaine de centimètres. Cette mâchoire est attachée à une partie de sa peau que le requin peut déplier. Cela lui est d'une grande aide car c'est un animal plutôt lent. Il lui est donc assez difficile de poursuivre ses proies. Après avoir fini son déjeuner, le requin lutin remet sa mâchoire dans sa bouche et s'éloigne comme si de rien n'était. Les requins lutins vivent principalement au fond de l'océan. Comme de nombreuses autres espèces de requins, ce sont des animaux solitaires. Voici une créature de couleur argentée à la peau très rugueuse. C'est le poisson-lune, dont la longueur totale peut atteindre 3,3 mètres. Son autre nom est la maule. Le poisson-lune est le plus lourd de tous les poissons osseux existants. On l'appelle parfois le poisson tête de nageur dans certains pays, à cause de son étrange aspect. Si ces créatures ont une forme si bizarre, c'est parce qu'elles naissent avec une nageoire dorsale qui ne grandit jamais. Elles se replient sur elles-mêmes à mesure que l'animal se développe et forme un gouvernail arrondi. Le poisson-lune est un peu maladroit. Il se déplace à l'aide de ses puissantes nageoires qui lui permettent de nager sur le flanc. Cet habitant des mers est une créature solitaire. Il se nourrit principalement de zooplancton et de méduses. Le requin tapis tacheté est l'un des requins les plus rares au monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long. Il n'a peut-être pas l'air aussi terrifiant que certains de ses copains, mais il est plutôt doué pour attraper les animaux qui passent près de lui sans se douter de rien, surtout la nuit. Cet animal possède un spiracle qui lui permet de respirer tout en restant immobile au fond de l'océan. Il est immobile la plupart du temps, c'est pourquoi on peut difficilement le remarquer. Son corps plat et ses grandes nageoires pelviennes et pectorales se fondent dans le paysage sous-marin. Ainsi, il est très doué pour se cacher. C'est très utile quand il a besoin d'être en sécurité. Le requin tapis est aussi nommé wobgong en langue aborigène. Ils vivent généralement près du plancher océanique, dans les récifs coralliens, sur les fonds sableux et sous les jetées. Ils ont quelquefois été aperçus à des profondeurs à peine suffisantes pour recouvrir leur corps. Les blobfish sont dépourvus de dents et d'os. Ils ne peuvent donc pas chasser activement. Et comme leur masse musculaire est de faible densité, ils se déplacent assez peu. J'ai eu un colocataire comme ça une fois. Ils puisent leur énergie en se nourrissant sur le plancher océanique. Ils savent aussi comment conserver cette énergie.
C'est ce que font la plupart des créatures des profondeurs, car elles ne disposent pas de nourriture en abondance, à la différence des animaux qui nagent plus près de la surface. Pour compenser, leurs corps sont capables de stocker cette énergie, ce qui leur permet de survivre aux périodes de disette. La pression dans les profondeurs où vit le blobfish est 120 fois plus élevée qu'à la surface. Du coup, cet étrange poisson ressemble à une masse gélatineuse bizarroïde dès que tu le fais remonter à la surface. La pression à l'air libre n'est pas assez forte pour donner à son corps l'apparence qu'il a dans son habitat naturel. Il en est tout ramolli. L'uranoscope à bordure blanche pourrait rivaliser avec le blobfish pour le titre de l'animal le plus laid de la mer, tu ne crois pas? Ce poisson a des yeux sur le dessus de sa tête, ainsi qu'une bouche orientée vers le haut, ce qui lui permet de se cacher dans le sable. C'est là qu'il passe la plupart de son temps, ses yeux seuls dépassant du sable. Il se la coule douce ainsi jusqu'à ce qu'un petit animal passe par là. Il peut alors se jeter sur sa cible avec une vélocité incroyable, littéralement en quelques millisecondes. Son mouvement crée un vide dans l'eau et attire un crabe, un poisson ou quelque autre petit animal malchanceux. Une autre tactique implique le venin. Ce poisson possède une épine venimeuse dans son omoplate, ce qui l'aide à attraper d'autres animaux et à se défendre contre ses prédateurs. Même s'il n'est pas apparenté à l'anguille électrique, l'uranoscope à bordure blanche peut générer un choc électrique d'une puissance de 50 volts. Aïe! Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan. Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses. Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe. Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines. Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs. D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide Tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm.
Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare. Tu ne la verras pas très souvent. Et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé. Maintenant, si les vers et les méduses peuvent sembler tout à fait inoffensifs, ce n'est pas le cas du poisson vipère du Pacifique. Cette créature est équipée d'une très grande bouche et ses dents en forme d'aiguille sont la clé de sa stratégie de chasse. Le poisson vipère du Pacifique vit à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan. Mais il fait partie des nombreux animaux marins qui migrent chaque nuit des profondeurs vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Et qu'y a-t-il au menu d'aujourd'hui? Beaucoup de petits poissons et de crevettes. La créature peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Ses deux crocs avant, qui se dressent sur sa mâchoire inférieure, juste devant ses yeux, sont particulièrement spectaculaires. Lorsque le poisson décroche sa mâchoire, sa bouche peut s'ouvrir assez largement pour engloutir de plus petits animaux. Et sa dentition forme une sorte de cage qui empêche toute fuite. Tu as déjà vu une créature sous-marine qui ressemble à une fraise? Oui, ça existe. Regarde ces petits points sur le calmar-fraise. Cette créature a un gros œil et un autre plus petit. On pourrait croire que c'est gênant et inconfortable, mais c'est en fait tout le contraire. Le grand œil gauche regarde vers le haut, il repère les ombres projetées par d'autres animaux dans les eaux peu éclairées au-dessus, et sa forme tubulaire l'aide à collecter autant de lumière que possible. De l'autre côté de la tête du calmar, tu peux voir son œil droit. Il est petit et regarde vers le bas. Cet œil recherche les flashs de bioluminescence produits par les animaux qui se cachent dans les eaux plus sombres en dessous. La bioluminescence désigne la production et l'émission de lumière par des organismes vivants. Au fait, ce calmar a un surnom. Il est connu sous le nom de calmar qui louche. Cela est simplement dû à la différence de taille remarquable entre ses deux yeux. Comme la lumière n'atteint pas les profondeurs de la mer, le corps du calmar fraise semble noir. Cela l'aide à se cacher de ses prédateurs comme les requins et les dauphins. En général, le calmar fraise atteint une longueur de 13 cm. Il vit à environ 900 mètres sous la surface, mais nage vers des eaux moins profondes la nuit. L'étoile à plumes est une créature marine sans colonne vertébrale, mais avec des membres en forme de plumes qui rayonnent à partir du centre de son corps. Cette créature est apparue pour la première fois il y a environ 200 millions d'années. Apparentée aux étoiles de mer, elle ressemble à une fleur. Mais si tu t'en approches, elle s'éloigne rapidement à la nage. Mais toutes les étoiles à plumes ne savent pas nager. De nombreuses espèces ne peuvent que ramper sur le fond de la mer. Comme certaines des autres créatures des profondeurs que nous avons examinées, l'étoile à plumes peut s'adapter à son environnement. Elle a la capacité effrayante de se débarrasser de ses membres, de la même façon que certains lézards peuvent se débarrasser de leur queue. Cela l'aide aussi probablement à échapper à ses ennemis. Les étoiles à plumes vivent partout dans le monde, de l'équateur au pôle, du sommet des récifs des eaux peu profondes aux profondeurs abyssales de la mer. Dans la catégorie des créatures mystérieuses, le nom de celle-ci est tout à fait approprié. Le vampire des abysses pourrait être le symbole officiel de la faune des profondeurs. Il a un corps rouge foncé, d'énormes yeux bleus et une toile semblable à une cape qui s'étend entre ses 8 bras. Ses caractéristiques ainsi que son nom peuvent suggérer que la créature est une sorte de chasseur terrifiant. Mais en réalité, le vampire des abysses est une créature timide au corps mou, de la taille, de la forme et de la couleur d'un ballon de football américain. Il atteint une longueur d'environ 30 cm et vit à 900 mètres sous la surface. Il n'y a presque pas d'oxygène à cette profondeur, mais aussi relativement peu de prédateurs.
Quel est le prédateur le plus effrayant de l'océan? Le crocodile? Je ne crois pas. Le monstre du Loch Ness? Je t'en prie, il n'a jamais existé. Et le Chronosaurus? Il a disparu, mais tu n'es pas loin du compte. Voyons ce qui se passerait si ces monstres existaient encore aujourd'hui. Tout d'abord, à quoi diable ressemblait-il? Le Chronosaurus était un carnivore marin qui vivait dans la mer intérieure d'Eromanga, une mer fraîche de haute latitude. Elle couvrait de vastes zones de l'intérieur de l'Australie au début du Crétacé, il y a 90 à 120 millions d'années. Des fossiles presque complets de cette créature ont aussi été découverts en Colombie, un pays connu pour avoir hébergé de nombreux reptiles et tortues préhistoriques. Ceci laisse à penser que le monstre que je vais décrire a pu exister dans le monde entier. En entendant Saurus, tu as peut-être pensé que je parlais d'un dinosaure, mais il s'agissait en fait d'un reptile. Ils étaient les plus grands membres de la famille des pliosaures. Les fossiles retrouvés suggèrent qu'ils pesaient plus de 10 tonnes et mesuraient environ 10 mètres de long. Pour échelle, le plus grand crocodile jamais mesuré était un crocodile marin du nom de Lolong, aux Philippines. Il mesurait 6 mètres de long et pesait un peu plus d'1 tonne. Il était donc presque 2 fois moins long et beaucoup plus léger qu'un Chronosaurus moyen. Ce qui fait que ce crocodile passerait pour un poisson rouge à côté de ce géant. Malgré sa longueur terrifiante, la caractéristique la plus redoutable du Chronosaurus était sa tête. Son crâne mesurait environ 2,5 mètres de long, ce qui était proportionnellement très grand, compte tenu de la taille de son corps. Tout ce qui a eu le malheur de se retrouver dans la gueule d'un Chronosaurus a dû avoir de faux espoirs. Après tout, ses dents n'étaient pas vraiment tranchantes. Mais à vrai dire, je ne me sentirais pas si confiant face à un serpent édenté et encore moins devant la gueule de ce monstre. Il est vrai que les dents du Chronosaurus n'étaient pas si pointues, surtout comparées à celles d'autres reptiles carnivores, comme les crocodiles et les alligators. Les dents de cette créature préhistorique étaient plutôt de forme conique. Mais cet aspect ne les rendait pas moins dangereuses. Ces énormes dents pouvaient mesurer jusqu'à 30 cm de long. Cela signifie aussi que le Chronosaurus avait une morsure extrêmement puissante. On estime qu'elle pouvait atteindre 30 000 newtons, soit presque 2 fois plus que la morsure d'un grand crocodile marin. En raison de leur forme émoussée, ces dents n'étaient pas bien adaptées pour lacérer leur proie une fois saisie. Mais leur taille et leur forme les rendaient parfaites pour une simple morsure par claquement qui pouvait facilement écraser des objets rigides, tels que les carapaces de tortues de mer les plus dures qui soient. Tout comme les crocodiles, le Chronosaurus avait un cou très court. Il s'agit peut-être d'un trait évolutif lui permettant d'attraper de petits animaux qui tenteraient de fuir. Son corps était fusiforme et profilé, ce qui signifie qu'il était plus fin aux 2 extrémités et donc qu'il offrait très peu de résistance à l'eau. Il était également pourvu de 4 nageoires en forme de pagaie. Les postérieures étaient plus grandes que les antérieures. Elles pouvaient atteindre 2 mètres d'envergure. Tout cela permettait au Chronosaurus de se propulser sous l'eau sans faire l'effort, faisant de lui un prédateur ultime. Tu connais le Predator X? C'est le nom qui a été donné au fossile d'une créature découverte en 2009 près de Svalbard, un groupe d'îles norvégiennes. Ce fossile a été identifié comme appartenant à un monstre de 15 mètres de long, pesant 45 tonnes et ayant une force de morsure de plus de 2 tonnes par centimètre carré, soit la plus forte de tous les animaux connus. Bien que le Predator X n'ait pas encore été classé dans un groupe spécifique, il s'agissait certainement d'un pliosaure comme le Chronosaurus. Quoi qu'il en soit, le Chronosaurus était sans aucun doute un véritable titan qui arpentait les mers sans relâche. Il tire d'ailleurs son nom du personnage mythologique de Cronos, le père de Zeus qui était considéré comme le maître des titans, une génération d'êtres quasi divins. De quoi se nourrissait donc le terrifiant Chronosaurus pour satisfaire son appétit? Ce monstre était connu pour se repaître de tortues de mer, de calmars et d'autres grands reptiles marins de l'époque, comme les élasmosaures et les ichthyosaures. Cela suggère que si des crocodiles existaient dans son royaume, il les aurait aussi mangés. Les fossiles du Chronosaurus indiquent qu'il mangeait aussi des requins. C'est sûrement une grande déception pour ceux qui considéraient cet animal comme le roi des océans, car ce n'était pas tellement le cas quand le Chronosaurus était encore là.
Quoi qu'il en soit, broyer toutes sortes d'aliments en petits morceaux pour mieux les digérer aurait été difficile sans avoir ces petites dents. Ceci explique d'ailleurs la présence de pierres arrondies dans les restes de ces créatures marines. Les chercheurs pensent que ces pierres ont pu être avalées pour contrôler la flottabilité ou pour aider à transformer la nourriture. Il est aussi possible qu'elles aient été avalées accidentellement en attrapant d'autres animaux au fond de la mer. Comme si sa puissance et sa taille n'étaient pas assez terrifiantes, il y a des preuves qui indiquent que le Chronosaurus était aussi un brin vicieux. Il s'avère qu'après avoir utilisé tous ses attributs pour attraper son repas, le Chronosaurus aimait jouer avec sa nourriture, comme un chat avec une souris. Je suppose que la chasse était tellement facile qu'il avait bien besoin de s'amuser un peu. Tu dois maintenant te faire une idée de ce à quoi ressemblait cette créature, non? Alors imaginons comment serait le monde s'il était encore là aujourd'hui. Et d'ailleurs, pourquoi ne serait-il plus là? Le Chronosaurus a été anéanti par la même météorite KT qui a emporté les dinosaures il y a 66 millions d'années. Mais même avant cet événement catastrophique, il subissait une énorme pression de la part d'une famille de reptiles marins carnivores encore plus grande et plus vicieuse que la sienne, les mosasaures. On dit bien qu'on finit toujours par tomber sur plus fort que soi, non? Mais si cela n'était jamais arrivé et qu'ils existaient encore, tu imagines l'impact que cela aurait sur le tourisme maritime? Si l'on se base sur l'impact qu'ont eu les films sur les requins et les orques, imagine aller à la plage quand tu sais qu'un Chronosaurus rôde peut-être dans les parages. Cette même créature qui mange des requins et des baleines au petit déjeuner. Les plages deviendraient certainement l'endroit idéal pour se balader, tranquillement, car plus personne ne viendrait pour s'y baigner. Et qu'en serait-il des activités comme la navigation de plaisance, le surf et la plongée? Tu crois que quelqu'un oserait s'y risquer tout en sachant qu'un monstre de 10 mètres de long pourrait être tapi juste en dessous? Soyons objectifs et supposons que la plupart des gens n'oseraient pas. Cela paralyserait l'industrie mondiale du tourisme maritime, qui rapporte environ 143 milliards de dollars par an. Pour que ça te parle mieux, sache que le yacht le plus cher qui ait jamais navigué s'appelait le History Supreme. Sa chambre principale était dotée d'une statue en os de T-Rex, d'un mur de météorites et d'un aquarium mural panoramique qui fait d'or 24 carats. Ce yacht valait près de 5 milliards de dollars, ce qui signifie qu'on aurait pu s'en payer 28 avec l'argent potentiellement perdu en un an à cause du Chronosaurus. Je suis sûre que le propriétaire de ce yacht était heureux que cette bête n'ait jamais décidé de s'inviter dans son aquarium de luxe. L'History Supreme, qui aurait appartenu à un génie des affaires malaisien, était même tellement luxueux que certains pensent qu'il n'a jamais existé. La rumeur veut qu'il s'agisse simplement d'un canular élaboré par le supposé concepteur. Mais revenons à nos moutons. Les gens seraient en grand danger qu'ils soient près de l'océan ou non. Je ne dis pas que cette chose se ferait pousser des pattes pour venir nous dévorer sur la terre ferme. Je veux juste souligner les dégâts que le Chronosaurus causerait par son impact sur le commerce maritime. En Amérique, le fret maritime représente 76% du commerce national. De plus de 100 produits pharmaceutiques vitaux proviennent de la mer. Je vais aussi énoncer une évidence en rappelant que l'océan représente une énorme source de nourriture pour nous autres humains. La présence du Chronosaurus pourrait avoir un impact important sur notre rapport avec l'océan, un espace que nous avons un peu trop tendance à considérer comme acquis.